Coexister est né il y a exactement 10 ans, le 14 janvier 2009, dans un quartier de Paris qui s'appelle le quartier Duplex. On était quelques copains scouts de toutes les religions, chrétiens, juifs, musulmans, athées. On oublie trop souvent que le scoutisme a plusieurs formes. D'ailleurs, il y a plus de scouts musulmans dans le monde que de scouts chrétiens. C'est surtout un mouvement citoyen pour apprendre à devenir des constructeurs de ponts plutôt que de murs. Et dans notre quartier de Paris, comme dans beaucoup d'endroits en France, le conflit israélo-palestinien était importé de manière haineuse. Des personnes attaquaient des synagogues par soutien à la Palestine et d'autres attaquaient des mosquées par soutien à Israël. Et les trois lieux de culte de notre quartier, l'église, la mosquée et la synagogue, ont organisé une grande manifestation pacifique dans un théâtre pour manifester leur refus d'importer cette haine en France en disant ce conflit fait suffisamment de morts et de victimes là où il a lieu, pas la peine de lui donner un écho au-delà de la Méditerranée. Et donc on était à cette manifestation et je suis monté sur scène parce que j'étais le plus jeune dans l'assistance, j'avais 16 ans. Et le speaker m'a demandé de témoigner de ma présence ici. Et j'ai dit, je pense que nous, en tant que jeunes dans cette salle, on n'est pas nombreux ce soir, il y avait 600 personnes, on était 10 jeunes. On a quelque chose de particulier à dire, c'est de montrer qu'à travers nos différences, pas malgré nos différences, mais grâce à elles, on peut monter des projets ensemble qui sont plus forts que nos désaccords. Et j'invitais les jeunes qui étaient là à ce qu'on organise un don du sang pour faire couler le sang pour la paix plutôt que le sang pour la guerre, et de montrer qu'on avait le même sang, qu'on pouvait être au service d'un projet commun. Chaque poche de sang donnée, c'est une vie sauvée, donc il y avait un objectif concret à mener. Et à la sortie du théâtre, il y avait 10 jeunes que je côtoyais déjà depuis quelques années, qui m'ont dit viens, on fait ce don du sang avec toi, 2 juifs, 3 musulmans, 5 chrétiens, un athée. Et donc tous les 11, un peu comme une équipe de foot, on a organisé ce premier don du sang, qui a eu beaucoup d'écho, et c'est à l'issue de ce don du sang qu'on a créé un groupe de quartier qui s'appelle le groupe Coexister. Alors 10 ans plus tard, le petit groupe Coexister qu'on était à l'époque de 11 gamins s'est répliqué en 50 groupes Coexister en France, dans une quarantaine de territoires. Et chacun de ces groupes essaie de vivre un peu ce qu'on a vécu au début, sauf que maintenant il y a une proposition pédagogique et éducative qui est proposée, puisque Coexister est un mouvement d'éducation populaire, un mouvement de jeunesse. Et ce qu'on propose, c'est que dans chaque groupe, nos bénévoles, qu'on appelle les connecteurs, parce que c'est des créateurs de liens, proposent une quarantaine d'activités par an, par groupe, à une cinquantaine de bénéficiaires sur un territoire donné. Et ces 40 activités qui sont proposées chaque année peuvent être de 3 ordres. Il va y avoir des activités de dialogue pour apprendre à se connaître, donc des débats, des conférences, des visites de lieux de culte, des repas partagés, des fêtes religieuses des uns et des autres, des projections de films, du théâtre, donc des activités de dialogue pour se parler et comprendre qu'on est différent. Deuxièmement, des actions de solidarité dans l'esprit du don du sang de départ pour trouver plutôt des choses qui nous rassemblent avec des objectifs communs. Et là, on a la devise de Coexister qui est diversité de convictions, unité dans l'action, très importante pour nous, de bien comprendre que si on accepte nos convictions plurielles et différentes, on recherche des actions communes, c'est vraiment le cœur de notre pédagogie. Donc des actions de dialogue, des actions de solidarité, et enfin, troisième type d'action, des actions de sensibilisation en milieu scolaire, où nos propres membres et nos propres bénévoles, les connecteurs, vont dans les collèges et lycées les plus proches de chez eux, animer des ateliers sur la déconstruction des préjugés, la compréhension de la laïcité, la connaissance de l'autre, l'empathie, le respect, etc. Et donc ces 3 types d'activités, des actions de dialogue pour se connaître, des actions de solidarité pour agir ensemble, des actions de sensibilisation pour lutter contre les préjugés, forment une ribambelle de propositions éducatives qui, à la fin de l'année, sont d'une quarantaine d'activités par groupe, ce qui fait qu'en France, en fait, il y a 2000 actions par an qui sont menées par nos groupes locaux dans cet esprit-là. La coexistence active en Coexister, c'est à la fois une philosophie et un modèle de société. C'est une philosophie, d'abord une vision du monde à laquelle on adhère et qu'on essaie de décliner de manière concrète dans des petites règles de vie au quotidien pour interagir les uns avec les autres. C'est un peu une pensée en pratique, une pensée en action. Si je devais la résumer, parce qu'elle a fait l'objet d'un livre, elle a fait l'objet d'une formation, d'un contenu pédagogique assez long et développé pour nos adhérents et pour nos bénévoles, qui sont nos 2 premiers cercles de bénéficiaires. Si je devais la résumer, la coexistence active, elle est d'abord une recherche d'équilibre entre des ingrédients qui ont trop souvent été considérés comme opposés dans la société. Je prends par exemple l'unité et la diversité. On a souvent eu des gens qui étaient tenants de l'unité, les garants de l'unité républicaine, tous français, le drapeau, etc. L'équipe de France, ils ont gagné parce qu'ils sont français, etc. Bon. Et puis, en face, les tenants de la diversité. Non, ce qui compte, c'est nos origines, notre histoire, nos couleurs, nos convictions, nos origines sociales, ethniques, territoriales. L'équipe de France a gagné parce qu'il y a des Noirs, des Blancs, des Arabes, des Asiatiques, etc., de toute conviction. En fait, nous, ce qu'on propose, c'est de chercher un équilibre où on dit les deux beaucoup. On est à la fois très unis, on est rassemblés par des choses fortes, des valeurs fortes, ces 3 piliers de la devise républicaine, ce drapeau qui dit quelque chose de notre histoire révolutionnaire,
ce maillot de l'équipe de France avec ce coq dont on est fier, donc ça c'est notre unité, et on est aussi pluriel. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et ça, c'est cette recherche d'équilibre. Et là où l'équilibre est fondamental, c'est que quand en fait on prend un ingrédient sans l'autre, eh ben, on tombe dans un ravin de l'extrême. Si on prend l'unité sans la diversité, en fait on uniformise les gens en reniant leur singularité. Et si on prend la diversité sans l'unité, on divise les gens en les mettant dans des cases, dans des boîtes, dans des étiquettes et en les enfermant dans des origines qui parfois suscitent des discriminations. Donc si je dois résumer la coexistence active, elle a plus de facettes que ça, mais c'est d'abord une recherche d'équilibre entre des choses qui ont été perçues comme contradictoires et qui en fait sont complètement compatibles. Donc j'ai pris l'unité et la diversité, mais ça marche aussi pour l'identité et l'altérité, le commun et le singulier, la ressemblance, la différence, etc. Et je pense qu'une autre idée forte pour nous, c'est que ce qui nous rassemble n'est pas ce qui nous ressemble, mais ce qu'on veut faire ensemble. Ça, c'est très important pour coexister. Alors, les coexistantes et les coexistants, qui sont 2500 aujourd'hui en France, sont des jeunes qui rejoignent un groupe local près de chez eux, c'est-à-dire qu'ils vont sur la page Facebook de Coexister Angers et dire coucou, j'aimerais bien adhérer au groupe. Donc on leur propose de payer une adhésion de 20 € par an, qui leur donne droit à un parcours d'activité toute l'année. Ils reçoivent des invitations par mail, par texto, par Messenger. Donc ça c'est la première possibilité. Ils ont aussi la possibilité de venir à des rencontres nationales, on en fait 2 par an. Là cet été on fait un concert, un festival à Saint-Malo du 18 au 21 juillet pour fêter nos 10 ans, ça s'appelle Faites la différence. Vous aussi faites la différence, mais faites FETE comme fêter. Et puis ensuite, si le coexistant est un état qui nous plaît, qui nous convient, on peut monter en responsabilité, devenir bénévole l'année suivante, donc devenir connecteur. Donc là, c'est un noyau plus resserré de 400 jeunes qui sont en fait ceux qui organisent les activités. Donc les coexistantes et coexistantes sont invités aux activités qu'on organise et les connecteurs les organisent au service des autres. Et tout ça est autogéré par des jeunes de moins de 35 ans puisque pour avoir une responsabilité dans le coexister, que ce soit au niveau local ou national, statutairement, il faut avoir moins de 35 ans. Alors, le premier retour qu'on a des jeunes qui font partie de Coexister, c'est qu'ils viennent dans Coexister chercher un espace où il est possible d'être complètement eux-mêmes tout en étant avec les autres. Comme si, jusqu'à présent, on leur avait donné une injonction contradictoire. Si tu souhaites être complètement toi-même, il n'y a pas de problème, mais reste avec tes semblables. C'est la meilleure façon de satisfaire tes besoins. En revanche, si tu veux côtoyer les autres, il n'y a pas de problème, mais il faut que tu renonces à des choses de toi-même, que tu fasses des compromis, que tu t'assouplisses sur tes attentes. Eh bien, dans Coexister, il est complètement possible de vivre les deux. On leur propose d'être intègres sur leurs attentes, leur identité, de s'affirmer tels qu'ils sont, et en même temps de côtoyer des gens complètement différents qui ont d'autres affirmations. On a pensé ce cadre-là pour que ce soit possible. Ce qui permet de vivre une expérience positive de la diversité, là où parfois la diversité, de fait, crée des difficultés, elle crée des obstacles, des désaccords, et donc elle peut créer des tensions aussi. Ça, c'est la première attente que j'entends. Ensuite, ce que je vois changer, c'est que vouloir apprendre à vivre ensemble, c'est un bon début, c'est une étape nécessaire, mais insuffisante. Dans le sens où parfois ceux qui ont la meilleure volonté du monde ne savent pas comment s'y prendre, et n'ont pas forcément les savoir-être adéquats pour le faire. Et ce que je vois dans Coexister, c'est que on va découvrir qu'en fait, aussi ouvert qu'on pense que nous sommes, on a en fait des lieux de fermeture, on n'est pas d'accord avec certaines choses, on a des réticences, des résistances, on n'est pas totalement prêt à vivre encore avec l'autre tel qu'il est. Et donc il y a cet apprentissage qui se fait où il faut changer en fait des dimensions de son savoir-être, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, comme on est un mouvement d'éducation populaire, on n'est pas là pour transmettre des savoirs, ça c'est l'école formelle qui le fait. Nous on transmet des savoir-faire, des savoir-être, des savoir-vivre. Et ça c'est des apprentissages beaucoup plus diffus, beaucoup plus difficiles à mesurer, et on se rend compte que les gens l'acquièrent progressivement dans leur passage à coexister. Moi je pense que c'est un peu vulgaire comme exemple, mais on a l'exemple de beaucoup de gens qui trouvent que les musulmans utilisent l'islamophobie pour se victimiser, pour se placer en position d'infériorité, donc pour utiliser leur groupe en tant que minorité pour réclamer des droits en tant que minorité. Puis il existe un peu le même phénomène avec l'antisémitisme, où beaucoup de Français pensent que les juifs profitent de l'antisémitisme pour avoir des subventions, une existence médiatique, etc. Bon, c'est un peu les deux grands racismes français aujourd'hui, qui n'ont pas les mêmes rouages, qui n'ont pas les mêmes proportions, qui touchent pas la même partie de la population, mais qui sont quand même des phénomènes d'exclusion. Et ce qui est intéressant, c'est que quand quelqu'un arrive dans Coexister, il peut parfois, au fond de lui, penser que ces racismes-là sont utilisés par les victimes pour se victimiser ou pour se valoriser. Et en fait, avec le temps, la personne va comprendre qu'il y a des vrais phénomènes d'exclusion qui sont nocifs, qui sont dangereux et qui, grâce à l'empathie,
sont en fait légitimes. Et la personne qui est ni juive ni musulmane va en fait découvrir avec empathie que à la place de l'autre, elle aura peut-être pas fait mieux. Et pour moi, les deux ingrédients qui font péter ces barrières sur la compréhension de l'autre, c'est le temps, beaucoup de temps, d'où l'intérêt d'un parcours d'1 an. C'est pas juste une activité, une conférence, un plaidoyer, un statut Facebook, c'est du temps et de l'expérience pratique. Les gens qui passent par Coexister, c'est pas des théoriciens de la paix ou de la fraternité, c'est des praticiens du vivre ensemble. Et ça, c'est très important pour nous parce que c'est des valeurs qui sont souvent très incantatoires. La paix, c'est les Nations Unies, c'est l'absence de guerre. La fraternité, c'est sur les frontons de la République, etc. Ben, en fait, on est un peu incubateur de liens sociaux, quoi. Grâce à Coexister, ils font cette pratique-là avec des choses qui sont un peu indescriptibles et indicibles. On acquiert la compétence, quoi. On acquiert cette expérience-là qui va nous transformer profondément et qui fait péter ces barrières-là de peur de l'autre. Ce que je viens d'évoquer quand je pense à l'expérience de l'autre sur le temps long, c'est exactement ça, c'est d'aller à la rencontre de personnes qui sont dans d'autres visions du monde, d'autres paradigmes, d'autres convictions, et de pouvoir en parler sereinement grâce à un cadre. Encore une fois, il est possible d'être soi-même et d'être avec les autres. Et ces cadres-là, n'existent que très peu dans la société. Alors quand on dit c'est si compliqué de vivre ensemble et de coexister dans la société actuelle, c'est une pensée qui est à remettre en perspective parce que d'abord, à l'échelle de l'humanité dans son histoire comme de l'humanité aujourd'hui, la situation française est quand même pas trop mal. On a pas mal d'agressions, mais dans des quantités assez faibles et rares par rapport à ce qui peut se passer ailleurs. Et puis il faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, les deux catégories de population qui sont le plus victimes de violences, c'est d'abord les femmes. Le 42e féminicide a eu lieu hier. Et ensuite les homosexuels, et que en fait déjà la société est dans des rouages de violence indépendamment des questions de la diversité, de la différence de conviction et d'origine. Ça c'est important de se le redire, et que donc de ce point de vue-là, la situation d'un pays comme la France, qui est le deuxième pays le plus diversifié au monde en termes de religion après Singapour, est quand même très forte. Une autre chose très positive, c'est que dans toutes les sociétés occidentales très sécularisées, où la diversité en fait est souvent plus faible qu'en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, on dit c'est des pays multiples, mais en fait statistiquement ils le sont beaucoup moins que nous. Il n'y a pas de couple mixte dans ces pays-là, jamais, ça n'existe pas, c'est des tabous de la société. En France, on a des dizaines de milliers de couples mixtes, et ça c'est un vrai succès quand même de la situation française, du modèle français, que d'avoir réussi ce lien-là. Maintenant, il y a encore des choses à faire. Il y a une pensée politique et médiatique qui fait pas forcément de place à la différence, de manière générale. Et puis, il y a des discriminations qui existent, de toute façon, à l'emploi, à l'embauche, aux accès aux études, au logement, etc. Donc, ces phénomènes-là doivent être combattus. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Moi, je pense que c'est pas lié particulièrement au contexte français, c'est la nature humaine. Alors, il y a des choses de la France qui viennent compliquer ça. On a un héritage républicain, jacobin, où on est très obsédé par ce qui nous rassemble, et donc tout ce qui nous différencie, on a peur que ça nous divise. Mais en fait, c'est là où il y a une révolution à opérer, c'est que ce qui nous différencie ne nous divise pas. Et donc c'est très important de faire ce changement de culture. Mais ça, c'est un changement dans la tête. Et c'est des changements de mots, c'est comme dire grâce plutôt que malgré, grâce à nos différences plutôt que malgré nos différences. C'est comme dire et plutôt que ou, on peut être musulman et français, et pas musulman ou français. Et ça, c'est des changements de vision du monde, en fait, qui doivent s'opérer avec le temps, et ils ne sont possibles que si ceux qui déterminent la vision du monde, c'est-à-dire les médias, les politiques et les grosses entreprises, en gros, eh ben, eux-mêmes ont fait cette expérience. Donc moi, ce que j'espère, c'est que dans Coexister, il y a des jeunes de cette génération qui, plus tard, vont contribuer à écrire la société française, là où ils seront, avec les grands lieux d'influence, et qui l'écriront avec ces équilibres-là. Bah bien sûr que de toute façon un arbre qui s'abat fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui gère, mais ça c'est une vraie responsabilité médiatique de filmer en zoom et en anticiper les arbres qui tombent plutôt que les forêts qui poussent. Bien sûr, je pense que la question du média, et c'est pour ça que je trouve que l'initiative d'Absatoussi est particulièrement intéressante et que ce média est potentiellement très brillant, c'est que avant de penser un changement de culture du traitement médiatique de la France, il faut penser à un changement de personne. Aujourd'hui, les médias français, ils ne se caractérisent pas, ils s'illustrent pas beaucoup pour être à l'image de la société française. Il y a 25 types de différences qui séparent, qui distinguent les Français les uns les unes des autres, du sexe
à l'opinion syndicale, en passant par la politique, l'orientation sexuelle, le genre, la couleur de peau, etc. Il y a 25 critères. Bon. Et bien, dans ces 25 critères-là, on peut pas dire que les médias, à la fois côté production comme côté présentation, soient à l'image de la France d'aujourd'hui. La France est un pays beaucoup plus arc-en-ciel que ne l'est son Assemblée nationale et son élite médiatique. Et je pense que ça commence déjà par là, bien sûr. Alors, la hausse des actes antisémites en 2018, 74%, c'est aussi quelque chose à remettre en perspective. En réalité, depuis 2000, les actes antisémites sont en centaines par an, alors que jusqu'en 2000, il n'y en avait que quelques dizaines. Et depuis 2000, on est sur des fluctuations en centaines chaque année. Et cette hausse-là de 2018, pour moi, elle ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y a eu déjà beaucoup plus haut depuis 2000, notamment en 2012 et 2015. Et en fait, on est sur une période où l'antisémitisme revient en France depuis 20 ans, de toute façon. Donc c'est pas, pour moi, un sujet de 2018. L'antisémitisme existe encore parce qu'il est le fruit d'un mouvement de bouc émissaire sur la population la plus fragile. Alors ça peut choquer quand on dit ça parce que beaucoup de gens ont l'impression que les juifs sont les plus solides, mais en fait non, c'est une toute petite minorité qui hésite à quitter ce pays, ils sont moins de 1% des citoyens français, et donc forcément ils ont peu l'occasion de se défendre, et de s'exprimer, et de rencontrer aussi des personnes différentes. Très peu de gens ont fait l'expérience de discuter judaïsme avec un juif dans leur vie, parce qu'en fait ils sont très peu. Tout simplement, et donc ils sont tellement peu que c'est beaucoup plus facile de fantasmer ce qu'on ne voit pas que de mettre des mots sur ce qu'on voit. Et parler des autres plutôt que de parler aux autres, c'est beaucoup plus facile aussi. Et donc ça, c'est ce qui se passe sur l'antisémitisme. Ensuite, ce qui est intéressant en France, c'est qu'il y a ces actes de l'antisémitisme, il y a aussi la montée d'actes anti-musulmans, donc il y a eu plus d'actes anti-musulmans l'année dernière que antisémites. Là où l'antisémitisme est préoccupant, c'est qu'il y a beaucoup moins de juifs que de musulmans. C'est pour ça que c'est plus grave en quelque sorte. C'est que 1% de la population catalyse la moitié des actes racistes. Et donc les autres actes sur les musulmans, par exemple, vont être sur 10% de la société française. Donc c'est pour ça qu'il y a cette émotion nationale autour de l'antisémitisme. En revanche, de l'autre côté, il y a aussi un autre chiffre à prendre en considération, c'est que l'indice de tolérance augmente en France chaque année. C'est la CNCDH sur les droits de l'homme qui le produit avec des questions simples. Vous apprenez que votre frère, votre fils, votre fille fait son coming out homosexuel, épouse un arabe, je sais pas, va faire tel métier, etc. Comment réagissez-vous? Bon, eh bien, la réponse des Françaises et des Français est de plus en plus ouverte chaque année. Donc, si on a une augmentation des actes antisémites et islamophobes et une hausse de l'indice de tolérance, ça veut dire qu'on a deux groupes qui augmentent, les tolérants et les intolérants. Le seul groupe qui baisse, c'est l'indifférence. Et c'est exactement ce qu'on voit avec la polarisation politique avec l'extrême droite. Et c'est là où il y a une responsabilité sociale des convaincus, qu'on peut vivre ensemble dans une société plurielle et multiculturelle, c'est d'aller chercher les indifférents. Les contre, c'est trop tard. Ils nous donnent de toute façon la réplique. Ils ont déjà dans ce positionnement, et Martin Luther King lui-même disait, mon premier adversaire, c'est pas le Ku Klux Klan, les suprémacistes blancs, eux, c'est très clair leur pensée. Mon adversaire, c'est ceux qui ne veulent pas faire quelque chose pour qu'on ait les droits civiques. Alors qu'ils sont ni pour ni contre. Eh bien, c'est là où on a une responsabilité. Il y a une partie d'indifférents qui est en train de baisser, ils sont en train de choisir leur camp. Et donc il faut qu'on aille les convaincre de choisir le nôtre. Comment convaincre que les différences sont une chance? Donc là, pour moi, on s'adresse vraiment aux indifférents, parce que ceux qui sont convaincus du contraire, on va pas les faire changer d'avis. Le but, c'est de les faire perdre. Il y a un rapport de force à gagner. Il n'y a pas de débat à avoir. Ceux qui sont indifférents à cette question-là, il y a deux niveaux de discussion avec eux. Le premier, c'est de leur montrer par l'expérience, par la pratique, avec un témoignage concret, ce que ça change dans la vie de chacun. Qu'est-ce que j'ai découvert? En quoi ça élargit mes horizons? En quoi j'ai appris? En quoi je me suis épanoui? En quoi je suis devenu heureux parce que j'avais des amis de différentes origines? En quoi j'ai de l'empathie pour les autres? En quoi je me sens accepté par des personnes différentes, etc., etc. Et donc ça, c'est le témoignage, non pas théorique de, oui, la société française multiculturaliste. Moi, j'ai fait exprès de parler de société multiculturelle, parce que multiculturelle, c'est un état de fait, c'est l'adjectif. La France est multiculturelle. T'es pas d'accord avec ça? Bah tant pis pour toi, c'est juste que tu regardes pas la vérité en face. Par contre, le multiculturalisme, c'est un modèle de société sur lequel il y a toute une pensée philosophique que moi je cherche pas à défendre, justement. Je préfère être incarné sur la réalité de la situation, et que chacun en témoigne. Donc ça, c'est un premier niveau. Et parfois, il y a beaucoup de convictions qui peuvent se faire par là. Le deuxième canal, c'est la responsabilité. Gandhi disait la seule alternative à la coexistence, c'est la codestruction. Martin Luther King disait vivons ensemble comme des frères ou nous périrons ensemble comme des cons. À chaque fois, il y a quand même une alternance. C'est-à-dire que quand la situation se durcit, elle pourrait se durcir en France, il y a une ambivalence avec un choix à faire. Et donc les indifférents ont aussi la responsabilité de choisir à un moment donné.
Moi, je pense à un texte sacré, là je peux citer la Bible, mais on citera le Coran plus tard s'il faut, au tout début de la Bible, qui est donc un texte fondateur pour les Juifs et les chrétiens dans le monde entier. Les deux fils de Adam et Ève, donc c'est un mythe bien sûr, vivent au début ensemble en harmonie, et puis en fait, Caïn étant jaloux tue Abel. Et quand Caïn est seul sur terre, la première question que Dieu lui pose, c'est qu'as-tu fait de ton frère? Et je pense que cette mythologie du début de la Bible est une mythologie accessible à la philosophie pour chacun d'entre nous. Une question fondamentale qui nous est posée, c'est qu'as-tu fait de ton frère? Et avec la fraternité comme conclusion de la devise républicaine, les Français sont tous frères et sœurs. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas choisis, comme tes propres frères et tes propres sœurs, tu les as pas choisis, pourtant tu es appelé vraiment à les adopter et à les aimer tels qu'ils sont, alors que t'as pas choisi du tout ton frère et ta sœur. Contrairement à tes potes et tes amis, où là tu les choisis. Donc cette fraternité française, elle est la même question. Qu'as-tu fait de ton frère? Dans les écoles, alors c'est pareil, il y a du positif et du plus surprenant. Là, il faut pas dramatiser, c'est que statistiquement, sur 25 000 collégiens qu'on rencontre chaque année, collégiens lycéens, donc c'est beaucoup dans 500 établissements scolaires, on se rend compte que les préjugés sont quand même assez faibles. Les plus violents d'entre eux représentent seulement 6% des collégiens lycéens qui participent à nos jeux. Donc c'est quand même une proportion assez petite. Il y a une connaissance spontanée assez bonne des religions et des convictions, incluant l'athéisme et l'agnosticisme, qui peuvent être aussi victimes de préjugés, surtout qu'il y a un tiers d'agnostiques et un tiers d'athées dans ce pays, donc on peut pas faire sans. En revanche, ce qui est préoccupant, c'est que dans toutes les classes, il y a une constance des préjugés les plus violents. On les connaît, ces préjugés. Les juifs sont soupçonnés d'être riches, de contrôler le monde, d'être radins. Les chrétiens sont homophobes, fermés, conservateurs, pédophiles. Les musulmans sont violents, misogynes, etc. Les athées sont sans vertu, sans valeur, dans le néant, etc. Et donc, bien sûr qu'on voit quels sont ces préjugés-là. Ces préjugés, ils ont tous une histoire. Notre but en atelier, c'est de comprendre comment le préjugé est né, pourquoi, par qui, et donc comment est-ce qu'on peut le déconstruire. Coexister fait une campagne de financement participatif chaque mois de décembre, parce que c'est la période où les gens font leur compte avant de payer leurs impôts. Et donc tous les mois de décembre, il y a une campagne participative qui nous permet de représenter à peu près 5% de notre budget annuel, donc c'est pas énorme non plus, mais c'est 5% qui sont indispensables. Notre budget, il est consacré à nos salariés qui sont des formateurs et éducateurs de nos bénévoles, et aux sessions de formation qu'on fait pour les bénévoles et les membres. C'est là que part tout l'argent de Coexister. Je me souviens de David qui était à la synagogue avec son père, dont il savait que son père était très fermé à l'islam. Il y avait beaucoup de peur par rapport aux musulmans, aux musulmanes dans ce pays. Et puis David avait grandi dans cette peur-là, et puis il avait découvert des musulmanes et des musulmans passionnants dans son expérience à Coexister. Il s'en doutait, mais il avait une expérience du coup positive. Et puis un jour, comme c'est l'habitude à Coexister, dans les activités de dialogue que j'ai mentionnées tout à l'heure, on peut visiter un lieu de culte. Et donc ce jour-là, le groupe dont fait partie David organise une participation à un office de Shabbat à la synagogue. Et donc il y avait des juifs, des chrétiens, des musulmans, des athées qui vont à cet office, ensemble, pour découvrir ce que c'est qu'un office de Shabbat. Et boum, une amie musulmane de David se trouve assise à côté de son père, qui lui-même a extrêmement peur de l'islam. Or, cette amie musulmane, en plus, est voilée. Le père, tétanisé, demande à David « Qu'est-ce que je fais? Je change de place, je comprends pas, etc. » Et là, bon, la situation est un peu comique, ça se passe pas toujours comme ça, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à peine l'office commence, la fille connaissait les paroles en hébreu. Donc le père, quand on dit, vous connaissez l'hébreu? Oui, j'ai appris l'hébreu, mais c'est extraordinaire. Et elle dit, oui, je fais des études de judaïsme. Et donc on était dans une situation improbable où de fait, il n'y a pas beaucoup de femmes musulmanes voilées qui font des études de judaïsme en France, mais ça existe, c'est la preuve que tout est possible et qu'il n'y a pas d'inconvénient ou d'incompatibilité. Et donc le père de David est ressorti en disant, ah, qu'est-ce qu'elle était sympa, dis donc, j'ai parlé avec elle pendant tout l'office, etc. Donc là, ce qui me touche dans cette histoire, c'est que la transformation, elle n'est pas que pour David et cette fille, elle est pour sa propre famille, qui avait peur de cet engagement. Un coexistant sur deux, d'après un sondage interne, a un conflit avec ses parents à cause de son engagement à coexister, soit parce que les parents sont très ouverts et ont peur que leurs enfants se renferment, soit parce que les parents sont très fermés et ont peur que leurs enfants partent en live. Et donc c'est très intéressant parce que du coup c'est des peurs symétriques, et en fait ils comprennent que dans coexister, il est possible de faire les deux, quoi, d'être fidèle à ses traditions et son histoire, et en même temps d'être ouvert aux autres. Le rendez-vous principal qui s'adresse à toutes et tous, c'est notre rassemblement au mois de juillet à Saint-Malo du 18 au 21 juillet. Faites la différence, c'est un festival pour découvrir Coexister pendant 3 jours.
Après, chaque groupe local a sa propre vie associative et chaque groupe local organise une activité par semaine presque, en moyenne. Donc là où vous habitez, regardez, on est dans les 40 villes les plus grandes de France déjà, et dans d'autres petites villes aussi, certaines banlieues, certaines villes rurales. Donc regardez sur Facebook où est-ce qu'il y a un groupe coexisté près de chez vous. Et s'il n'y en a pas, vous pouvez créer un groupe coexisté, on est là pour vous aider. Ouais, moi je voudrais juste rajouter un mot pour vous encourager toutes et tous à supporter l'équipe de France de football féminine qui s'apprête à commencer la Coupe du Monde le 7 juin. Parce que quand la France gagne la Coupe du Monde, c'est des grands moments d'unité où on découvre qu'on peut être unis dans la diversité et qu'en plus, pour l'égalité, on a besoin de gagner ces 2 Coupes du Monde, une pour les hommes et une pour les femmes. Rendez-vous le 7 juin.